Bonjour à toutes et à tous, je suis Sean Shepard, chef de clinique en ORL au CHUV à Lausanne et j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire de DIU sur la chirurgie du sac endolymphatique. Donc on va commencer par un cas clinique, c'est un patient de 41 ans sans antécédents chirurgicaux qui se présente avec une maladie de Ménière à gauche qui est connue depuis 15 ans. Initialement a été bien contrôlée avec 1 à 2 crises audio-vestibulaires par an avec récupération totale de l'audition. Il a un traitement de fond avec du bêta-cère qui est tanganil et il fait de la rééducation vestibulaire 1 fois par mois. Il y a 2 ans, il a eu une crise importante sans récupération de l'audition et qui est depuis stable. Et depuis 6 mois, il présente des crises répétées qui sont de plus en plus fréquentes et qui durent plus longtemps. Actuellement, il vient à notre consultation avec une crise depuis 1 mois, avec une durée des vertiges donc de minutes à 30 minutes, vertiges rotatoires avec des nausées quotidiennes et une instabilité. On lui augmente son traitement avec bêta-cère 4 fois par jour, tanganil 6 fois par jour, Agirax un demi-comprimé 2 fois par jour, mannitol IV et des injections intratympaniques de dexaméthasone. Donc 4 jours d'emblée avec 4 doses d'entretien 1 fois par semaine. À l'examen clinique, on retrouve un nystagmus spontané à gauche, le patient était en crise. On n'a pas pu réaliser le VHIT et la VNG. Et au niveau de l'audiométrie, on retrouve donc une légère surdité de perception dans la haute fréquence à droite. Et à gauche, on retrouve une surdité de perception entre 50 et 60 décibels sur toutes les fréquences. Au niveau de l'audiométrie vocale, on retrouve une SRT qui est à 45 décibels à gauche et une SRT normale à droite. On réalise une IRM labyrinthique avec séquence 3D flair temps tardif à 4 heures. Et l'on met en évidence un hydrops cochléo-sacculo-utriculaire gauche avec rupture de la barrière hémato-labyrinthique qui intéresse la rampe tympanique du tour basal de la cochlée. Si l'on regarde l'image, on voit à droite, vous voyez qu'il y a une perte de signal du canal semi-circulaire latéral qui est à cause de l'hydrops utriculaire, si l'on compare avec l'image contralatérale. Et on voit également un hydrops saculaire où là, on ne voit pas le sacule à droite et là on le voit bien, c'est cette partie hypodense. Et l'on voit finalement donc au niveau du tour basal l'hydrops cochléaire. Donc chez ce patient qui n'est pas amélioré par le traitement médicamenteux, on lui propose une chirurgie du sac endolymphatique. On réalise donc la endolymphatic duct blockage, qui est la technique décrite par Issam Saliba. C'est le fait de mettre en évidence le sac endolymphatique, positionner des clips à la dure-mère et inciser le sac endolymphatique. En post-opératoire, le patient n'a pas de vertige, il a un Weber centré à gauche et il rentre à domicile à J2. Ici, on peut retrouver le scan post-opératoire où l'on voit le clip qui a été positionné au niveau du sac endolymphatique. On revoit le patient donc à 3 mois post-opératoire, il n'a plus de crise depuis l'intervention, ressent parfois une petite instabilité. On réalise une audiométrie qui ne montre pas de changement par rapport à l'audiométrie préopératoire et le VHIT se montre normal pour tous les canaux semi-circulaires. L'IRM post-opératoire à 1 an montre du coup un hydrops cochléaire qui est inchangé que l'on peut retrouver ici, donc les images préopératoires et les images post-opératoires. On a une disparition de l'hydrops saculaire où là on voyait le sacule et là le sacule n'est plus visible du tout. Et puis l'hydrops utriculaire a également disparu. On voit actuellement de nouveau un utricule normalisé et de nouveau un signal du tour du canal semi-circulaire latéral. Donc au contrôle post-opératoire à 1 an, le patient ne décrit toujours pas de crise vertigineuse, parfois une légère instabilité. Son DHI a été réduit de 38 points à 8 points. Et le deuxième questionnaire que l'on réalise, c'est le FRMD POSI qui a diminué de 65 à 9 points. L'audiométrie à 1 an montre une récupération auditive d'environ 30 décibels. Ici, vous voyez la nouvelle courbe et l'ancienne courbe ici. Et au niveau de la vocale, on voit aussi une amélioration du SRT à 30 décibels. Donc au niveau des traitements dans la maladie de Ménière, on a comme but principal de diminuer la fréquence des crises de vertige, de diminuer l'intensité des crises de vertige et également, si possible, de préserver l'audition.
On a deux grandes catégories, donc les traitements conservateurs, à but de préserver le labyrinthe, et les traitements destructeurs qui détruisent le labyrinthe. Au niveau des traitements conservateurs, on a la bétaïstine, les injections intratympaniques à base de cortisone et la chirurgie du sac endolymphatique. Dans les traitements destructeurs, donc la labyrinthectomie chimique en général avec gentamicine et la labyrinthectomie chirurgicale ou la neurotomie vestibulaire qui préserve également l'audition. Dans la maladie de Menière, on sait que le sac endolymphatique joue un rôle qui est controversé. Le sac est impliqué dans la régulation de l'homéostasie de l'endolymphe et de la périlymphe. Et la rationale derrière la chirurgie du sac endolymphatique, c'est de réduire l'hydrops endolymphatique en séparant ou ouvrant le sac. Donc il y a différentes techniques chirurgicales qui ont été décrites. Tout d'abord la décompression, qui est la première technique décrite par Portman, qui est de mettre en évidence le sac et d'ouvrir le sac endolymphatique. Ensuite, il y a le drainage ou le shunt qui consiste à ouvrir le sac et mettre en place quelque chose qui va garder le sac ouvert, donc par exemple un silastique. Et finalement, la dernière technique décrite par Saliba, c'est le clippage du canal en bloquant en fait le canal, en séparant le sac endolymphatique du reste du labyrinthe. Les succès sont variables, rapportés entre 30 et 95%. Il faut noter qu'il y a des limitations, donc la maladie de manière en telle est fluctuante. C'est des fois difficile de sélectionner bien les patients et il y aurait un effet placebo important qui est jusqu'à 70% sur une ancienne étude de Thomson qui avait comparé des chirurgies du sac, donc à l'époque c'était des décompressions, avec une chirurgie placebo. J'ai réalisé une petite revue de la littérature et sélectionné 3 articles que je vais vous décrire. Donc la première étude est une étude sur la chirurgie du sac endolymphatique comparée avec les injections transtympaniques de corticoïdes dans la maladie de Menière. Une étude réalisée par Saliba et al. Donc c'est une étude rétrospective monocentrique qui compare 52 patients traités avec chirurgie de blocage du canal endolymphatique par clip avec 36 patients traités par injection transtympanique de corticoïdes avec un suivi à 2 ans. Donc pour le contrôle des vertiges, ils ont utilisé la classification AO-HNS qui est une classification qui définit donc des classes différentes de A qui vont jusqu'à F, avec A représentant 0 crise de vertige par mois, avec un contrôle donc à 100%, B, une crise à 40 crises de vertige par mois, 60 à 99%, et etc. jusqu'à F. Donc on voit ici qu'à 12 mois, on a 77% des patients qui ont 0 crise de vertige, comparé aux patients traités par injection transtympanique à 36,4%. On a également ces résultats donc, dans tout le reste des classes. Et au niveau à 24 mois, on retrouve également 90% comparé à 43% pour les ITT pour le contrôle des vertiges. Au niveau de l'audition, on a donc ici ce schéma avec l'audiométrie tonale, donc le groupe rouge qui est le groupe chirurgical et le groupe bleu injection transtympanique. Et l'on voit qu'on a une péjoration de l'audition entre le groupe bleu, donc pré-opératoire, avec à 2 ans en fait post-opératoire. Il n'y a pas de différence significative dans le groupe chirurgical. Au niveau de la vocale, on a également la même chose, donc une péjoration du SRT pré-traitement ou post-traitement à 2 ans dans le groupe ITT. Et il y a une différence significative entre le groupe ITT et chirurgie à 2 ans. Donc les auteurs concluent que pour les patients atteints de maladie de Menière réfractaire, on a un meilleur contrôle des vertiges donc complet de classe A à 24 mois dans le groupe chirurgical par rapport au groupe d'injection transtympanique. On a une audition stable pour la chirurgie du sac et une aggravation de l'audition pour les injections transtympaniques. La deuxième étude que je vais vous présenter, c'est un résultat d'une étude bicentrique de 2 centres en France sur la chirurgie du sac endolymphatique réalisée par Lebel et al. Donc c'est une étude rétrospective avec 45 patients qui ont été principalement opérés par chirurgie du blocage du sac, mais qui ont aussi inclus donc, des techniques de décompression du sac, un suivi médian de 16 mois. Les résultats des vertiges, donc ils ont utilisé la même classification AO-HNS en définissant donc un succès par des classes A et B, et un échec par les classes C, D et F. Donc au niveau des résultats, on a 30 patients, donc 67% qui avaient un succès.
Au niveau des échecs, on a 7 patients qui avaient des crises de tumarquin post-opératoire qui ont nécessité, donc 5 parmi ces patients avaient besoin d'un traitement destructeur, et on a un patient qui a eu une labyrinthite post-opératoire. Au niveau de contrôle des vertiges, on voit que directement en post-opératoire, on a 44% qui n'ont pas du tout de vertige, ce taux qui augmente à 45 jours et qui rediminue par contre à 6 mois, avec certains patients qui ont quand même quelques crises. À 2 ans, par contre, on remarque un bon contrôle des vertiges, donc avec 58% qui n'ont pas de vertige du tout et une petite part de 23,5% qui ont des vertiges. Au niveau des résultats auditifs, on retrouve du coup au niveau post-opératoire immédiat une aggravation de l'audition de plus de 20 dB dans 43% des personnes. Mais par contre, à 45 jours, on a une audition qui récupère, qui est plutôt stable dans 78% des patients. On remarque par contre qu'à 2 ans, on a une diminution progressive de plus de 10 décibels dans 50% des patients que l'on retrouve. Et finalement, je vais vous présenter la dernière étude qui est le suivi à long terme de la chirurgie du sac endolymphatique suivant la technique. Donc c'est une étude réalisée par Jiang et al. Qui est une étude rétrospective avec 51 patients qui présente 3 groupes. Donc le groupe du blocage du canal endolymphatique, que vous voyez au milieu, avec le clippage du canal. Ensuite le drainage du sac endolymphatique qui est la chirurgie où ils ouvrent le sac et ils positionnent du coup un matériel pour garder le sac ouvert. Et la décompression du sac endolymphatique où les auteurs mettent en évidence le sac mais ne font aucun geste au niveau du sac. Ils ont un suivi à 4 ans. Au niveau des résultats, donc ici on peut retrouver sur cette figure du coup le contrôle des vertiges et on voit donc le blocage du canal et le drainage du canal ont un meilleur contrôle des vertiges. Donc là ils ont fait le ratio, c'est-à-dire le nombre de crises de vertige en post-opératoire comparé au nombre de vertiges préopératoires. Et l'on voit que donc si on avait 100%, c'est qu'on aurait exactement les mêmes. Donc plus on est bas, moins on a de crises de vertige. C'est ce qu'on retrouve donc dans ces deux groupes en comparant par contre à la classe de la décompression du sac. Le taux de récidive de vertige donc entre 0 et 24 mois était dans le blocage du canal à 46%, 40% pour le drainage du sac et était à 83% pour le drainage du sac. Pour la décompression du sac. L'audition était stable pour le blocage du sac et pour la décompression du sac, mais on avait une péjoration de l'audio pour les patients qui avaient eu un drainage du sac, c'est-à-dire avec ouverture du sac, en préopératoire environ 51 décibels, qui a été diminué avec une conduction donc à 68 décibels en moyenne. Les auteurs y concluent comme quoi le blocage du canal et le drainage du sac sont plus efficaces pour les vertiges. Cependant, seulement le blocage du canal a l'avantage de préserver l'audition. Donc pour conclure, la chirurgie du sac endolymphatique représente une option thérapeutique conservatrice dans la maladie de Menière réfractaire avec un contrôle des vertiges chez 2/3 des patients et un bon bénéfice auditif mais qui est variable et qui peut se dégrader à long terme. C'est la meilleure option chez un jeune sujet qui a un risque de bilatérisation, donc qui est en moyenne de 30%, ou une maladie de Menière bilatérale. Les études sont en faveur d'un blocage du canal endolymphatique et il y a une variabilité de l'efficacité qui est influencée par l'évolution naturelle de la maladie. Il faut également penser à la migraine vestibulaire qui est fréquente chez les patients atteints de maladie de Menière et aussi traiter en fonction si ces patients ont des vertiges post-opératoires. Il ne faut pas oublier qu'il y a un risque d'avoir une migraine vestibulaire qu'il faut traiter en conséquence. La plupart des études qu'on retrouve ont des petites cohortes et ils nécessitent du coup des plus grandes cohortes avec des études prospectives. Donc voici les références des 3 articles que je vous ai présentés et je vous remercie pour votre attention.